Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. Le sujet d'aujourd'hui, la mentalité marocaine. Je suis désolé si je cours, c'est parce que j'ai que 15 minutes et j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, moi je dis ce qu'il en est, hein. Bon, c'est mon testament, je veux qu'il soit propre, qu'il n'y ait que des choses vraies, etc. Et je ne peux pas m'empêcher de dire certaines choses. Donc, le sujet de gros calibre. Alors, pour les Marocains qui m'entendent, ils savent très bien que c'est la vérité, hein, mais malheureusement, comme on a dit, kul shi arf, kul shi fam, kul shi aïk, ou kul shi sakt. Tout le monde sait, mais tout le monde se tait. Pour les touristes, si vous allez au Maroc, en touriste, vous allez voir quelques aspects immergents. C'est comme l'iceberg, hein. Vous voyez que le un tiers. Un iceberg qui se respecte, il y a toujours deux tiers de sa masse, minimum, sous l'eau. Si jamais il perd moins que deux tiers, il bascule, il change de sens. Donc vous allez partir au Maroc, vous aurez un bon accueil, ça c'est sûr et certain. Mais si vous êtes regardant, regardez bien, c'est un accueil commercial, hein. Le sourire jusqu'aux oreilles, mais après, c'est commercial, hein. Alors quelqu'un qui vous accueille bien, etc., et vos arnaques, vous allez vous rappeler de quoi? De l'accueil ou de l'arnaque? Bon, là on rentre dans des appréciations personnelles. Alors, si on était en direct, je vous aurais posé une simple question. Pour vous, c'est quoi la chose la plus importante chez une personne? Là, au singulier, et plus, il y a des choses importantes, mais quelle est la plus importante? Moi, je dirais c'est la mentalité. La mentalité d'une personne. Quand quelqu'un a une mentalité propre, etc., vous trouverez toujours moyen de s'entendre avec lui. Je ne sais pas, moi, je vais en touriste, je veux que quelqu'un présente sa marchandise, les prix sont affichés, qu'il ne m'arnaque pas, et après je choisis, hein, sinon il y a d'autres commerçants, et lui, pour lui, il y a d'autres clients, puis c'est tout. Au Maroc, non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, bref. Donc, la mentalité marocaine, c'est le Qabaliya, l'Asabiyya. Qabaliya, ça veut dire la tribu, hein. La tribu, Qabila, c'est la tribu. L'Asabiyya, c'est le fait d'appartenir à un clan. Si je devais traduire, il n'y a pas vraiment de traduction qui rassasie. Voilà, on peut dire ils se suivent et se ressemblent, ou l'esprit de groupe, ou la meute, l'esprit de meute. Ou alors faites la queue. Ou alors il y en a qui choisissent des mots plus ou moins sophistiqués. L'aliénation. Ouais, moi je veux être aliéné, mais à quoi? À des principes, à des valeurs, la bonté, l'esprit humaniste, des trucs. Oui, oui, ça me plairait. Loyauté, il y en a qui veulent lui donner un terme beau, du maquillage. Loyauté. Mais loyauté à quoi? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Moi, je trouve que c'est une loyauté bestiale. Alors, que dit la religion sur cet esprit de groupe? Le prophète, salut et bénédiction sur lui, l'a condamné en ces termes. Da'ouha fa innaha munthina. Délaissez-la, elle pue. Mais actuellement, la religion l'utilise. Et la religion dit aussi, comme vous êtes gouverné. Comme vous êtes. Vous avez un gouvernement à votre taille. Kama takunu yuwalla alaykum. Et actuellement, dans les mosquées au Maroc, c'est quoi les prêches? Les prêches qui viennent déjà écrites, hein. L'imam, ce n'est plus quelqu'un qui représente la religion, c'est un lecteur. Il lit c'est quoi il y a deux grands sujets, sous différentes formes. La pauvreté, on dit aux pauvres, restez pauvres. C'est bien la pauvreté. Les pauvres vont au paradis. Mais c'est quoi ça? Et puis il parle de la laïcité. C'est pas bon la laïcité. Non, la laïcité, elle a des bons côtés, des mauvais côtés. Bon, bref, on ne va pas ouvrir ces dossiers. Mais je suis désolé, mais c'est pas la religion. Et on nous a cassé aussi la tête par. Il y a deux grandes tendances en islam. Sunna ou Shia. C'est pas vrai. On nous a menti à ce sujet-là aussi. Il y a au moins trois grandes tendances. Sunna ou Shia. Et l'Ibadiyya. Je vous en donne la preuve. La preuve. Si vous suivez l'actualité, vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient, qu'est-ce que vous constatez? Il y a un groupe, c'est l'Iran, l'Irak, une bonne partie du Liban, la moitié du Yémen, quoi d'autre? En gros, c'est ça. Ça, c'est Shia. Tous les autres pays, c'est Sunna. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un autre groupe qui n'est ni avec cela, ni avec cela, qui essaie de jouer l'arbitre. C'est Oman. Ben, ces gens-là ne voulaient pas rentrer dans le conflit. Parce que, historiquement, la différence entre Sunna et Shia, c'était politique. Sunna, il voulait que le pouvoir revienne à un roi et que le pouvoir est héréditaire.
Shia, ils ont refusé. On va vous dire beaucoup de différences. C'est pas vrai. À l'origine, c'était politique. Plus tard, ça va devenir religieux. Chacun des deux groupes a trouvé des hadiths et des versets interprètes à sa façon pour renforcer sa position. Mais en fait, le début, c'était politique. Sunna, ils étaient pour le pouvoir de roi héréditaire. Shia, non. Ils ont dit que le commandeur des croyants doit appartenir à la famille du prophète. Et les Ibadiyya, ils avaient des guerres meurtrières, très meurtrières. Mais les Ibadiyya se sont retirés. Il a dit, nous, on n'appartient à aucun groupe, nous, on tue aucun musulman. Ils sont contre les tueries et les massacres. Vous avez déjà vu le pays Oman agresser un autre pays? Jamais, parce qu'ils ont cette mentalité. Et puis j'en profite aussi pour dire aux gens, attention à une confusion communément faite. Il y a beaucoup de gens qui confondent arabe et musulman. Arabe, c'est un groupe, comme on dit, les Germains, les Gaulois, les Romains, les Vikings, c'est un groupe de gens. Mais musulman, c'est une religion. Et actuellement, là, actuellement, 4/5 des musulmans ne sont pas arabes. Seulement 1/5 des musulmans sont arabes. Et il y a des arabes chrétiens. Il y a des arabes athées. Donc arabe, c'est un groupe. Musulman, c'est une religion. Il ne faut pas confondre les deux. Alors, on revient à notre sujet principal. Alors, cet esprit tribal, moi, j'en ai souffert, hein, personnellement. Hein. Quand mon père, Allah est mort, il y avait un déchirement familial. Parce que mon père a laissé beaucoup de terres. Alors, les oncles maternels et paternels, ma mère, mes soeurs, mes cousins, il y avait des clans. Et des clans dans leur chef. Hein. Il y avait un oncle maternel. Je me rappelle, il me donnait ma raclée. Pour rien, hein. Je fais rien. Il me haïssait à mort. Ouais. Et j'avais une position, d'abord j'avais 17 ans, je ne pouvais pas comprendre tout ce que je vous dis là. Et ce qui m'est arrivé moi, c'est que d'abord je suis le seul garçon de la famille, donc j'avais double part d'héritage. Et ça m'a ramené beaucoup de haine, une haine viscérale. Hein. Et j'étais là, quelqu'un qui, si devant moi deux personnes discutent d'un sujet, ils ne sont pas d'accord, personne 1, personne 2, je suis capable de dire à la personne 1, tu as tort, donc il m'en veut, et tout son clan bien sûr. Et sur un autre sujet, je suis capable à dire à la personne 2, tu as tort, et donc il m'en veut avec toute sa tribu. Donc tous les clans sont contre moi. Et moi, comme j'ai pas de clan, je l'ai dans le baba. Et ils ont fini par ces clans qui se déchiraient, et ils se sont mis d'accord pour me faire une procuration générale. À tel point, mon père, là, il est mort d'un accident, et l'indemnité de l'assurance, je ne l'ai jamais vue. Hein. Je ne l'ai pas touché. Hein. Parce que j'avais double part. Et ils se la sont partagés. Surtout un oncle maternel, moi je sais pas, je crois qu'il est en enfer. Hein. Allah alam. Et j'avais un oncle, pas maternel, ça c'est, je parlais de l'oncle maternel, qui m'a haïssé à mort. Et il y avait un autre oncle paternel qui, pareil, il était comme moi, et il était haï de tout le monde. Et on le dénigrait, mais alors là, quand je me rappelle, c'est des trucs incroyables, Allah rahman. Et on me surveillait, il ne faut pas qu'il me parle. À chaque fois qu'il vient me parler, il y avait toujours quelqu'un qui me surveillait pendant cette période-là. Et pareil, dans mon héritage, cet esprit de groupe, vous savez, il est partout. Hein. J'ai raconté comment cette tribu, je me suis marié avec la mère de mes enfants. Pour moi, bon, le mariage c'était à vie, mais c'est pas le cas. Hein. Je suis à 9 minutes, ça va. Donc j'ai raconté dans la vidéo numéro 2 comment cette tribu écoutait mon lit conjugal pour se tirer des informations, etc. Et à un moment donné, j'étais obligé, comme je le raconte dans la vidéo 3, j'étais obligé de faire des écoutes téléphoniques, puis des enregistrements, et comment ils se concertaient, aucune morale, franchement. L'esprit de groupe, l'esprit de tribal,
c'est incroyable. Et je raconte dans la vidéo 7 aux autorités pour leur dire attention, il y a un groupe qui échappe aux lois humaines, mais il ne pourra pas échapper à la loi divine. Et j'ai raconté dans la vidéo 10 un petit peu l'historique, le résumé de comment j'ai commencé avec cette tribu, comment ça a fini, et surtout comment tous les hommes, certains hommes que j'ai pu contacter, à qui c'est arrivé, le même scénario, mais les détails sont différents. Et donc cet esprit tribal, il est dans la société marocaine, il est partout, comme il est dans l'héritage, dans le mariage, il est dans l'immobilier, il est même dans les banques. Donc il est partout, c'est la gangrène. Hein. Là, j'avais une page, c'est celle-là. Donc l'immobilier, combien d'immigrés ont perdu leur terre et leur maison? Combien d'immigrés ont perdu leur appartement? Moi, je connais quelqu'un qui a acheté un appartement sur plan, à Thamsna exactement, à quelques kilomètres de Rabat. Donc il y avait sur une petite colline, il y avait beaucoup d'appartements. La vente a été faite sur plan. Cette personne qui m'a raconté, il a acheté un appartement. La livraison, au lieu d'être faite en 2 ans, elle a été faite en plus. Bon, ça, c'est pas s'il y avait que ça. Et quand il est arrivé avec les clés pour ouvrir, son appartement y habitait, il y avait déjà quelqu'un dedans. Voilà. Et il se trouve que plus tard, cet appartement a été vendu 6 ou 7 fois. Et il y a une loi, ils ont fait une loi, hein. Ils passent à travers la légalité, ces cons-là. Et il y avait une loi qui dit que c'est la personne qui est dedans qui est prioritaire. Donc il est resté, lui, il est très simple. Il a dit, il a payé moitié prix, mais on l'a averti qu'il soit avec eux, ou alors c'est quelqu'un parmi le clan. Bref, donc vous adressez à la justice, et après, c'est des années, etc. Tout se vend au Maroc, les juges, tout s'achète, tout se vend. Hein. Les banques, pareil, il y a une banque qui choisit un nom qui ressemble à une banque existante, après avec des propositions très alléchantes. Les gens ils courent pour déposer leur argent, toutes leurs économies, et un jour ou l'autre, la banque disparaît. Même les bureaux, moi j'ai vu des vidéos, le local est vide, hein. Ils ont pris même les tables, les ordinateurs, tout, hein, et ils disparaissent. Si jamais ils les prennent, bah, ils trouvent que c'est un groupe, bah, ils saudoient l'administration, voilà, ces gens-là, ils ont le bec dans l'eau. L'administration, pareil, les immigrés, vous rentrez au Maroc, vous savez, le truc là, quand vous faites, vous allez à une administration, surtout là, il y a l'immobilier, etc., s'ils veulent vous travailler, hein. Donc vous venez, vous dites, il faut que vous adressiez à tel responsable. Vous y allez lundi, ben, on vous dit jeudi va arriver. Vous partez de bonne foi. Jeudi, vous revenez. Ah non, il est parti en congé. Ah, il revient mercredi. Vous revenez mercredi. Ah, il y a sa mère qui est décédée. Si ça se trouve, sa mère est en vie. Et ils vous font traîner. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que vous avez qu'un mois de congé. Et vous finissez par délaisser, partir. Voilà, ils ont un sursis d'un an ou deux. Bon, bref. Pendant les élections, j'ai assisté à des élections, moi. Il y avait des groupes qui se promenaient dans les quartiers pour promouvoir leur parti, ce qui est tout à fait normal. Votez pour nous. Et il y avait un groupe, je leur ai dit, c'est quoi votre programme? Le monsieur m'a dit, quel programme? Vous parlez de quel programme? Mais non, il m'a dit, si vous avez un problème, si vous voulez travailler, si vous voulez 50 dirhams ou 100 dirhams, on peut vous trouver, etc. C'est une gangrène, c'est répandu partout. Hein. Alors, il y a Ibn Khaldoun que je vous conseille très très vivement si vous vous intéressez à ce sujet-là. Question pensée, Ibn Khaldoun qui parle de cette notion de clan. Eh ben, c'est une force vitale, hein, qui est groupe familial ou tribal, de sang ou la parenté réelle supposée. Je peux même rajouter moi l'intérêt. Et donc c'est une solidarité absolue qui pousse les membres du clan, etc. Et l'origine pour lui, c'est une origine nomade. Et c'est un moteur de pouvoir. Ces gens-là, par cet esprit de clonage, sont capables de prendre le pouvoir. Mais le problème, c'est que plus tard, quand ils prennent le pouvoir, il y a dans cette tribu des petites tribus, des petits intérêts. C'est ce qui est arrivé dans l'histoire de l'Empire musulman. Et ils perdent le pouvoir. Et il y a un autre groupe, plus petit, qui prennent le pouvoir. C'est ce qu'il explique ici, renouvellement, les cycles, la conquête, la dissolution, renouvellement. Bon, on n'a pas le temps d'aborder tout ça. Et donc le Maghreb, le Maroc, là, Ibn Khaldoun, il n'a pas eu sa chance dans l'histoire. Et ça, on en a parlé, elle est bonne. J'aurais pas suffisamment de temps. Donc, bref, le Maroc, elle est transversale, elle est partout.
et aucune perspective de rectification sur